RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Ensemble, nous recevons deux invités. Alors en deuxième partie, nous accueillerons Nicolas Bay qui a quitté les rangs du Rassemblement national pour rejoindre le parti d'Éric Zemmour, Reconquête. Mais tout de suite, nous sommes avec Yannick Jadot. Bonsoir. Bonsoir. Candidat d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, votre portrait. Yannick Jadot, en 2016, vous aviez fait don, non pas de votre corps, mais de votre candidature au profit de Benoît Hamon du Parti socialiste. En 2022, pas... En 2017. 2017, pardon, mais oui, pardon. En 2022, pas de sacrifice. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Vous avez remporté la primaire des Verts face à Sandrine Rousseau, que vous avez finalement exclue de votre campagne il y a quelques jours après des critiques sur votre stratégie. Elle a ensuite déclaré que ça la déprimait de faire de la politique dans des groupes du Ku Klux Klan. Bon, de toute façon, tout était réuni, vous et elle, pour vous séparer. Elle, la candidate wokiste, vous, l'écolo pragmatique. Alors, vous êtes entre 5 et 7% dans les sondages. Pourtant, l'écologie est l'une des priorités des Français. Pourquoi n'êtes-vous pas plus audible ? La faute à la guerre, la faute au fait que dans les écolos, on n'a pas une totale confiance encore parce que c'est un parti qui a grandi mais qui a un peu du mal à s'imposer. On est rentré dans la campagne officielle. Les scores et les votes pour le premier tour, c'est le 10 avril. On n'a jamais considéré que ça allait être une campagne facile. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'écologie n'a jamais dirigé notre pays. Donc je sais que dans cette campagne, il va falloir continuer à lever certains doutes. Mais on voit aussi que... C'est quoi ces doutes dont vous parlez ? Des doutes par rapport à l'économie, par rapport aux enjeux régaliens. Donc on fait ce travail de crédibilisation, de montrer que l'écologie, c'est un projet pour l'ensemble de la société, pour les services publics, l'école, l'hôpital, le commissariat, le tribunal, avec l'écologie, justement, c'est le projet qui va permettre d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays, parce que ça devrait être ça, une présidentielle. Passer d'une période à une autre, tirer toutes les leçons des gilets jaunes, de la pandémie, de la guerre en Ukraine, qui montrent combien le projet écologiste, justement, parce que nous, on veut sortir des dépendances aux énergies fossiles. On a vu toutes les complaisances politiques liées à ces dépendances, et on voit combien ces dépendances à la fois tuent la démocratie, tuent les Ukrainiens aujourd'hui, et tuent le climat. Donc, arriver à ce que notre pays, à ce que les Françaises et les Français ne soient pas complètement chamboulés, blackboulés, en permanence ballottés par les crises, mais au contraire en tirent toutes les leçons pour choisir un grand projet de société, celui de l'écologie. Alors Yannick Jadot, bien sûr on va revenir sur la politique française, mais d'abord l'actualité ukrainienne. Les États-Unis viennent d'instaurer un embargo sur l'importation de pétrole russe. Quelles conséquences cela va avoir Quelles conséquences va avoir cette mesure ? Moi, j'ai soutenu depuis plusieurs jours le fait que l'Union européenne aussi fasse un embargo sur le gaz russe. Si on veut mettre la pression sur Vladimir Poutine pour qu'il cesse de faire la guerre à la démocratie, de faire la guerre aux Ukrainiens, de perpétrer des crimes de guerre tous les jours en bombardant les populations civiles, il faut rehausser encore notre niveau de sanctions. Et aujourd'hui, ça passe par le gaz russe, parce que le gaz et le pétrole russe, c'est 700 millions d'euros tous les jours dans les caisses de Vladimir Poutine pour financer l'invasion de l'Ukraine. Donc il faut qu'on soit cohérent, il faut que, encore une fois, on s'affranchisse, on s'exonère de ce gaz russe. On sait qu'on a les réserves pour tenir jusqu'à l'hiver prochain, et ça va être un grand plan
à la fois de sobriété, d'élargissement de nos fournisseurs d'énergie, d'investissement massif en déployant très vite toutes les énergies renouvelables, parce qu'il n'y a que les énergies renouvelables qu'on peut déployer rapidement pour pouvoir s'affranchir du gaz russe. Mais Yannick Jadot, est-ce que ça n'est pas un peu facile pour les États-Unis de prendre cette décision, eux qui sont sur le plan énergétique totalement indépendants ? Ce qui n'est absolument pas le cas de l'Europe, qui est très dépendante de la Russie, en particulier pour le gaz. Autour de 40% du gaz européen vient de Russie. Vous avez raison. C'est vrai que c'est peut-être plus facile pour les États-Unis que pour l'Europe. Ça coûte rien, quoi. Pour les États-Unis que pour l'Europe, mais cette guerre, elle est sur le sol européen. Aujourd'hui même, ce sont des femmes et des hommes en Ukraine qui, dans la rue, dans leur maison, se battent pour leur liberté. Ce qu'a déclenché Vladimir Poutine à travers cette invasion, c'est de remettre en cause la paix, la sécurité, les libertés sur l'ensemble du sol européen. Donc on est à un moment historique de basculement potentiel des civilisations, de notre civilisation, et nous avons fait ce choix que je soutiens, qui n'est pas de faire la guerre à Vladimir Poutine, parce que nous sommes, y compris la France, c'est un pays doté de l'arme nucléaire, contre un autre pays doté de l'arme nucléaire. Ça pourrait basculer pour rester, en Yannick conflit Jadot, régional ou mondial. Sur la question du gaz, vendredi dernier, le ministre allemand de l'économie, qui est un écologiste, disait que si on renonçait à acheter du gaz à la Russie, ça aurait un coût social insupportable en Allemagne. Vous ne pensez pas comme lui ? Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, tous les experts et l'Union européenne le disent, on peut tenir sans le gaz russe jusqu'à l'hiver prochain. Oui, certains disent au début, voire au milieu de l'hiver. Donc, jusqu'à l'hiver prochain, la question c'est qu'est-ce qu'on met en place comme mesure à la fois de solidarité à l'échelle de l'Union européenne pour qu'on aborde ensemble cette question-là, d'avoir, et c'est ce que je propose, un acheteur européen unique de l'ensemble de nos approvisionnements en gaz pour que justement éviter la concurrence entre les États, les difficultés entre les États, qu'on ait la puissance de l'européenne pour nous fournir en gaz et que surtout on mette en place les mesures qui nous permettront conjoncturellement de pouvoir s'en passer. C'est des choses qui sont parfois très basiques. C'est de réduire d'1 degré la température dans l'ensemble du continent, dans nos maisons, dans les entreprises. C'est pas un grand changement, mais c'est un impact très lourd. C'est d'installer des panneaux photovoltaïques sur tous nos toits pour avoir de l'électricité. C'est, puisqu'on utilise surtout le gaz, ce qu'on appelle en électricité de pointe, donc simplement faire tourner nos machines à laver la nuit, c'est éviter le gaz russe. Donc c'est quelques changements, mais pour une cause majeure, la sécurité, la paix sur le continent européen. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'Allemagne. Est-ce que ça a été une erreur stratégique de la part d'Angela Merkel, finalement, de baisser la part du nucléaire et de se fournir, en rendant ainsi son pays beaucoup plus dépendant du gaz, et en l'occurrence du gaz russe? L'Allemagne a toujours été très dépendante du gaz russe. C'est pas nouveau, c'est pas lié à la sortie du nucléaire, parce qu'en fait, depuis la sortie du nucléaire, oui, charbon et gaz. L'Allemagne a réduit son nucléaire, a réduit la consommation de son charbon et a maintenu au même niveau sa consommation de gaz en progressant très fortement sur les énergies renouvelables. Quelle est la leçon qu'on doit tirer de ce qui se passe en Ukraine? Évidemment, la dépendance au gaz. Remplacé par... le danger du nucléaire. Enfin, on a quand même les Russes qui ont bombardé une centrale nucléaire, donc on ne peut pas s'affranchir du risque nucléaire. Vous ne vous dites donc en fait, les énergies renouvelables sont les seules énergies de paix et de sécurité. Donc simplement, il faut s'en donner les moyens. Mais enfin, il y a quelques semaines, les dirigeants européens nous expliquaient que le gaz était une énergie verte. Et je continue à demander au président de la République de sortir Total de Russie. On ne peut pas avoir un grand groupe énergétique. Il en a le pouvoir, le président de la République. C'est le président de la République qui a installé Total en Russie. Ouais. Maintenant, il était ministre de l'économie. Il a tout fait pour donner toutes les conditions à Total d'aller chercher du gaz, y compris en Arctique. En 2018,
Le président Macron signe à Saint-Pétersbourg avec Vladimir Poutine, qu'il a toujours considéré comme son ami, malgré tous les actes et les crimes de guerre qu'il a commis. Il a médiatisé la signature de 2 contrats, Total, pour aller chercher du gaz, et Orpea, le scandale qu'on connaît chez nous. Donc, maintenant qu'il a aidé Total à s'y installer, moi, je demande au président de la République d'imposer à Total la sortie de Russie. Et d'ailleurs, vous savez que Total a fait 15 milliards d'euros de bénéfices. Des records historiques. Total va continuer à faire d'énormes bénéfices sur l'augmentation des prix du carburant ou des prix de l'énergie. Il est temps de prendre les profits de Total pour le redistribuer aux consommateurs. Avec cette crise de l'énergie qui ne fait que commencer, vous ne vous dites en aucun cas que le nucléaire est quand même l'instrument de l'indépendance énergétique de la France. Pour quand ? Vous savez d'où vient l'uranium ? Oui, je sais. Il vient de où ? Oui, il vient d'Afrique en grande partie. Non, il vient du Kazakhstan, principalement, il vient aussi sous tutelle Poutine, de l'Ouzbékistan, sous tutelle Poutine, et du Niger. Oui. Donc, la question pour notre pays, c'est pas aujourd'hui d'arrêter les centrales nucléaires. D'ailleurs, on a un gros problème, c'est que, comme elles vieillissent, il y a beaucoup de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires qui sont fermés et qu'on ne peut pas utiliser. Est-ce que, face à un parc vieillissant, on investit dans des nouvelles centrales nucléaires, dans de nouveaux réacteurs? C'est ce que propose Emmanuel Macron, avec des réacteurs qui seront opérationnels en 2040-2045. Aucun intérêt pour les consommateurs aujourd'hui, aucun intérêt pour le climat, aucun intérêt pour notre indépendance énergétique. Moi, ce que je propose, c'est d'investir au-delà de compenser évidemment les consommateurs avec mon chèque énergie de 400 € maintenant, c'est d'investir sur les économies d'énergie dans le bâtiment. C'est la première source d'utilisation du gaz et se déployer très vite les énergies renouvelables. Mon projet permet d'agir beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup moins chère pour les Françaises et les Français. Alors on va passer à la présidentielle française. Oui. Emmanuel Macron est rentré de plein pied hier dans la campagne en allant à Poissy, invité par un maire de droite devant un panel de Français qui était soigneusement choisi. Il a décidé de ne pas débattre lors de cette petite courte campagne, mais j'ai envie de dire comme ses prédécesseurs. Eh bien, c'est très bien. Je pense que vous avez résumé Emmanuel Macron. Il est comme ses prédécesseurs. Emmanuel Macron. Vous en tirez quelle conclusion ? Qu'il s'inscrit exactement dans le même conformisme que ses prédécesseurs. Emmanuel Macron, c'était celui qui allait revitaliser la démocratie, changer les institutions, créer de la mobilité sociale, agir sur les grands défis du siècle. Il a été condamné 2 fois sur inaction climatique par les tribunaux français. On a vu les inégalités s'accroître dans notre pays. Et finalement, ces 5 ans de démocratie confisquée. Il a gouverné à travers des conseils de défense. Même pas l'Assemblée nationale, même pas le Conseil des ministres. On sait son mépris des maires, vous êtes en train de dire finalement que la campagne ressemble à son quinquennat. Bien sûr, c'est la démocratie confisquée. Mais attendez, ça c'est son point de vue. Ça c'est ce qu'il cherche à faire. Mais il fait courir à notre pays un grave danger politique. Lequel ? C'est que notre pays, aujourd'hui, du fait de cette guerre, avant, du fait de la pandémie qui continue à se poursuivre, avant, on a eu les gilets jaunes, on a des Françaises et des Français qui sont inquiets, qui sont angoissés, qui ont de la colère. Et beaucoup, heureusement, ont beaucoup d'enthousiasme. Et là, ce que le président de la République est en train de dire, c'est en fait, il n'y aura pas d'élection présidentielle. En tout cas, moi, je ne participerai pas à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il ne permet pas à notre pays, dans une situation très particulière, bien sûr, dans une situation très particulière, je ne vous permets pas de faire un vrai choix de société. Je ne vous permets pas de purger vos colères, vos inquiétudes, pour qu'enfin, on se projette dans la phase d'après. Eh bien, je pense que le président de la République, je comprends qu'il soit fébrile sur son bilan. Je comprends qu'il n'ait pas de projet. Ça, c'est pas nouveau. Oui, mais attendez, personne ne dit qu'il n'est pas occupé. Je veux dire, c'est quand même lui qui a choisi d'être président de l'Union européenne pendant la campagne présidentielle. C'est son choix pour instrumentaliser l'Europe au service de sa campagne. Donc, rien de son agenda l'empêche de débattre devant les Françaises et les Français pour offrir aux Français le grand débat qu'ils méritent. Est-ce que cette guerre de la Russie contre l'Ukraine est en train finalement de préparer les conditions d'une réélection dans un fauteuil pour Emmanuel Macron ? J'en sais rien. Moi, est-ce qu'il peut incarner une espèce de figure de père de la nation dans un moment de grande instabilité géopolitique ?
Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est ce qu'il essaye d'incarner? Il est évident. Vous savez, ça fait des mois qu'Emmanuel Macron cherche à n'avoir qu'un adversaire, Éric Zemmour, pour déjà tuer le débat démocratique, pour qu'au fond, il y ait le monstre à éviter, et moi, l'incarnation de la modération. Bon, ça fait des années qu'il est sur ce registre-là. Aujourd'hui, il veut si même c'était ça pas... son objectif, il est raté, puisque Éric Zemmour, aujourd'hui, est aux environs de 12%, et c'est Marine Le Pen qui est en deuxième position. Vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est que le président de la République a une responsabilité particulière. C'est de faire en sorte que notre pays n'entre pas dans une crise démocratique profonde, faute de trouver aux inquiétudes, aux colères comme aux espoirs un débouché politique. Oui, vous voulez dire que s'il est élu et qu'il n'y a pas eu cette purge démocratique dont vous parlez... Je me bats pour être élu à cette élection présidentielle parce que j'ai envie que notre pays arrête d'être dans le déni sur le climat, sur la biodiversité, sur la justice sociale, sur nos services publics qui souffrent, sur les Françaises et les Français qui ne comprennent plus dans quel monde ils vivent. Donc j'ai envie de donner un débouché politique à la fois aux inquiétudes, aux colères, comme aux espoirs. Ça, c'est ma responsabilité. J'entends, mais ma question, c'était quel risque prend-il à ne pas faire ce débat? C'est-à-dire, est-ce que, et je répète ma question, s'il continue à confisquer la démocratie, la démocratie, les Françaises et les Français finissent toujours par s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Moi, je préfère qu'ils s'expriment sur un beau projet pour le prochain quinquennat, plutôt que d'avoir des gilets jaunes puissance 10 avec Macron. Voilà. Alors, on va passer à la rubrique aphorisme de Frédéric Rivière. Donc, attention. Soyez bons. Alors, aphorisme, il s'agit de soumettre les candidats à l'élection présidentielle, ou ceux parfois qui les représentent, à cet exercice de la synthèse, de la contraction de la pensée, en quelque sorte. Un aphorisme, c'est donc une pensée résumée en quelques mots. Je vous en cite deux, à titre d'exemple. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Confucius. L'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu. On pourrait penser que c'est Pierre Dac, mais c'est Léonard de Vinci. Donc je vais vous soumettre quelques mots et vous demander d'essayer d'inventer un aphorisme. Et évidemment, on va commencer par la guerre. La guerre, c'est le moyen le plus brutal, le plus violent de ne pas résoudre de vrais problèmes. On pense aujourd'hui, par exemple, à l'accaparement des ressources. La diplomatie ? La diplomatie, c'est l'art de gérer les tensions, c'est l'art de gérer les conflits potentiels pour y apporter des réponses de paix. La souveraineté ? La souveraineté, c'est la maîtrise de sa vie individuelle comme la maîtrise de notre destin collectif. Est-ce qu'il y a de bonnes et de mauvaises souverainetés ? Il y a non, la souveraineté, c'est la capacité à choisir, c'est la capacité à décider. Il n'y a rien à voir avec le nationalisme. L'Europe ? L'Europe, la France, c'est ma maison. L'Europe, c'est mon village. La terre ? La terre, c'est la vie. Et la question n'est pas de sauver la terre, c'est de l'aimer. L'élection présidentielle ? C'est le rendez-vous des Françaises et des Français avec leur avenir. Et rarement dans notre histoire, un pays n'a eu autant les moyens, autrement qu'en rêve, de choisir la société dans laquelle il veut vivre. Là, on n'est plus tout à fait dans l'aphorisme. L'élection présidentielle, comme disait De Gaulle, c'est la rencontre d'un homme et d'un pays. Ça, c'est votre aphorisme à vous. Moi, j'ai donné ma réponse. Le mot très trop long. Il rentre plus dans la catégorie. Juste un petit mot. Vous avez dit tout à l'heure, au fond, qu'il y a besoin de prouver, qu'on est sérieux, etc. La tenue que vous avez depuis quelques semaines maintenant, le costume, la cravate, ça fait partie de cette volonté c'est le respect de la fonction présidentielle. D'incarner le sérieux. C'est le respect de la fonction présidentielle. C'est par anticipation. C'est quelque chose d'important pour les Françaises et les Français. C'est quelque chose d'important pour moi. On a besoin. On a parlé beaucoup de démocratie. Vous savez, on a vu que dans toutes ces dernières semaines, les complaisances de beaucoup de candidates et de candidats vis-à-vis de la démocratie,
vis-à-vis des dictateurs, des ambiguïtés vis-à-vis de l'Union européenne. Et je pense que cette élection présidentielle, ce sera important pour les Français de bien regarder quelle a été la constance et la cohérence des candidats par rapport à la démocratie que, comme nous tous, nous chérissons. Merci Yannick Jadot. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, on accueille Nicolas Bay. Merci à vous. RFI et France 24 présentent Mardi politique. Donc retour dans Mardi Politique avec notre deuxième invité Nicolas Bay. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président de Reconquête, le parti créé par Éric Zemmour. Merci d'avoir accepté notre invitation et tout de suite le portrait. Alors l'histoire est faite de ceux qui ont changé de camp. En politique, c'est une vieille rengaine. On dit que vous êtes un traître, un ganelon de Roncevaux, un espion à la solde de Zemmour lorsque vous étiez au Rassemblement national. Vous avez été habillé pour l'hiver. Vous avez répondu que quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Marine Le Pen vous a affublé du joli terme de limace poisseuse. La politique vole parfois très haut. Bref, vous voici donc dans votre nouvelle boutique Reconquête après 30 ans de lepénisme, même si à un moment vous avez suivi l'échappée solitaire de Bruno Maigret, le félon, comme l'avait baptisé Jean-Marie Le Pen. Vous êtes souvent présenté, Nicolas Bay, comme un catholique pratiquant, si je ne me trompe. Je crois que votre sœur est religieuse. Donc quand vous entendez Éric Zemmour dire qu'il ne veut pas accueillir les Ukrainiens qui fuient la guerre, est-ce que cela heurte vos valeurs chrétiennes ? Tout d'abord, Éric Zemmour n'a pas tout à fait dit ça. Il a simplement dit qu'il ne fallait pas se précipiter comme le font certains, de manière très démagogique, en disant qu'on allait accueillir comme ça tous les Ukrainiens en France. Il a souhaité d'abord qu'on se mette à la place de ces réfugiés, de ces déplacés ukrainiens, et en l'occurrence ukrainiennes, parce que ce sont les femmes et les enfants. Les hommes restent pour mener le combat, et c'est très respectable, et ça mérite d'être salué en Ukraine, et ce sont les femmes et les enfants qui se sont déplacés. La plupart d'entre elles, en fait, souhaitent être accueillies dans les pays limitrophes pour rester à proximité de leur conjoint, de leur père ou de leur fils. Et c'est évidemment, là encore, très respectable. Dire on va les accueillir à 2000 km, ça n'a aucun sens, sauf peut-être pour une petite minorité d'entre eux. Nous sommes ouverts. Oui, mais vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Je crois toutes les clarifications ont été apportées par Éric Zemmour là-dessus. Il a dit que s'il y en a, par exemple, qui ont de la famille en France, eh bien, à ce moment-là, bien sûr qu'on peut les accueillir dans des villes qui peuvent les accueillir dans des conditions satisfaisantes. Mais il y a bien sûr un devoir de solidarité à l'égard des Ukrainiens, qui sont des Européens, qui sont cette guerre qui se passe sur notre continent. Bien sûr que ça ne nous laisse pas indifférents. Il y a un devoir de solidarité, mais pas vous n'importe. Personnellement, mais pas parce que c'était ma question. Moi, personnellement, je me sens parfaitement en phase avec ce qu'a dit Éric Zemmour. Et je pense en effet qu'il faut que la solidarité européenne s'exprime. Mais vous savez, pour qu'ils soient accueillis dans de bonnes conditions, notamment dans les pays limitrophes, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie ou la Roumanie, eh bien, il faut à ce moment-là déjà lever les sanctions financières de l'Union européenne, par exemple contre la Pologne, qui aujourd'hui est en première ligne. Il y a un lien très fort entre la Pologne et l'Ukraine, tout le monde le sait. Et donc, naturellement, la Pologne est en première ligne, et donc, naturellement, il faut aider la Pologne, les Polonais, par des moyens financiers, par des moyens humanitaires, par des moyens logistiques. Donc, on leur donne de l'argent mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, on mélange tout. Il s'agit de personnes qui ont vocation à être hébergées, accueillies temporairement parce qu'il y a la guerre en Ukraine. On espère tous, et eux les premiers, que cette guerre durera le moins longtemps possible, peut-être quelques jours ou quelques semaines. Donc là, vous êtes en train de me dire que ça n'a rien à voir. 2 millions. Oui, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec ceux qui fuient des situations économiques difficiles depuis l'autre bout du monde et qui arrivent sans aucune raison sur le continent européen. Vous comprenez bien que il n'y a aucune symétrie possible entre les situations des déplacés ukrainiens et de ceux qui quittent l'Afghanistan ou qui quittent même des pays en guerre, comme la Syrie, et qui voudraient venir en France. La situation n'est pas du tout comparable. Donc oui, à la générosité à l'égard des Ukrainiens, bien sûr, mais organisons-la en respectant ce qu'ils sont et ce qu'ils souhaitent. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu au fond une espèce de crainte chez Éric Zemmour ? Parce qu'il aurait pu là trouver une occasion de montrer qu'il savait aussi être généreux. Mais est-ce qu'au fond il n'a pas craint
qu'on lui en fasse le reproche en lui disant, vous voyez, finalement, vous pouvez accepter des réfugiés à condition qu'ils ne soient pas musulmans. Mais en réalité, c'est normal d'accueillir ces réfugiés parce qu'ils participent de la même civilisation que nous. Nous l'assumons et Éric Zemmour l'assume totalement. Oui. Mais pourtant, là, en l'occurrence, encore une fois, il ne l'a pas dit comme ça. Il ne l'a pas dit explicitement. Il a dit comme ça, il a eu l'occasion de clarifier les jours qu'on suivi de manière très nette. Celui qui fuit l'Afghanistan, il a vocation à être accueilli, par exemple, au Pakistan voisin. Celui qui fuit la Syrie en guerre, il a vocation à être accueilli par les États du Golfe, qui sont très riches et à qui on ne demande jamais rien, d'ailleurs. C'est quand même très étonnant. Voilà. Et bien sûr, celui qui fuit l'Ukraine en guerre, eh bien, naturellement, nous devons l'accueillir en Pologne. Et on doit organiser cet accueil dans les meilleures conditions. La Pologne, c'est la même civilisation, à peu de choses près tout de même, non? Bien sûr. Voilà. Donc, vous dites en Pologne, mais aussi bien en France, oui, en Allemagne. Encore une fois, quel est l'intérêt de les accueillir à 2000 km? Essayons. La Pologne ne pourra pas tous les accueillir. Hein. On verra. Ça dépend combien de temps la guerre dure. Et s'il y en a qui viennent en France, encore une fois, parce qu'ils ont de la famille en France, très bien, ça ne pose aucune difficulté. Et ça n'a évidemment rien à voir avec l'immigration de masse clandestine qui provient principalement du monde arabo-musulman, que nous avons subi et que nous ne parvenons plus à absorber et encore moins à assimiler depuis maintenant des décennies. Voilà, il y a pas, ce sont des situations qui ne sont pas symétriques, qui ne sont pas comparables. D'accord. Alors Éric Zemmour a perdu des points dans les sondages depuis le début de la guerre en Ukraine. J'imagine que vous en êtes un peu rendu compte. Ne paye-t-il pas sa complaisance envers Vladimir Poutine ? Non, je ne le crois pas. Je crois simplement qu'il a... On est dans une situation aujourd'hui où les sondages donnent un avantage certain depuis quelques jours à Emmanuel Macron. Ça se passera très vite. On se souvient tous que François Hollande, au moment des attentats islamistes, caracolait dans les sondages. Il s'est effondré dans les mois qui ont suivi, à tel point qu'il n'a même pas pu être candidat à la présidence de la République. Donc prenons avec beaucoup de prudence parce que là, il ne reste pas des mois, il reste quelques semaines. Ces mouvements de sondage. Moi, je crois qu'il y a une lame de fond actuellement dans notre pays et une dynamique en faveur de la candidature d'Éric Zemmour, qui se vérifie de manière très diverse. L'affluence dans ses réunions publiques, l'audience de ses émissions de télévision, et aujourd'hui, il a une démarche tout à fait singulière. C'est ça qui m'a amené à le rejoindre, comme d'ailleurs des millions d'électrices et d'électeurs, pour certains anciennement du Rassemblement national, pour d'autres venant des Républicains, ou encore de certains qui s'étaient réfugiés dans l'abstention, parfois depuis des années, parce qu'aujourd'hui, il a à la fois une ligne politique claire, il place le débat au juste niveau. Le juste niveau, c'est la survie de la France et la survie de notre civilisation. Est-ce que, à votre avis, Marine Le Pen ne faisait pas assez ? Mais écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, elle est devenue la candidate du grand renoncement. Elle renonce sur même sur le regroupement familial, elle renonce sur la fin de la binationalité, elle renonce sur la Cour européenne des droits de l'homme qu'elle veut pas remettre en cause, elle renonce sur Schengen auquel elle ne veut plus toucher, elle renonce sur la PMA sans père. Bref, sur tout. Pourquoi, selon vous ? Je crois que peut-être par confort, peut-être par facilité, j'en sais rien. Je veux pas. Vous savez, je cherche pas à accabler Marine Le Pen. J'ai travaillé avec elle pendant des années et j'oublie pas les combats que nous avons menés ensemble. Je vois simplement qu'aujourd'hui il y a une forme d'indifférence à l'égard de sa candidature. Elle est quand même numéro 2 dans les sondages. Oui, mais encore une fois, elle ne bouge pas de sa place de chef. Bien installée. Il y a quelques jours, elle était pas forcément deuxième dans les sondages. Peut-être que dans quelques jours, elle ne le sera plus. Vous savez, ces sondages, il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Quand Éric Zemmour était très haut dans les sondages, on est resté calme. Vous n'étiez pas à Reconquête. Quand il perd quelques points, vous étiez avec Marine Le Pen. Oui, quand il perd quelques points, on est très calme aussi. En réalité, on voit bien que l'enjeu de cette campagne présidentielle, pour aller à l'essentiel, c'est encore une fois la survie de la France. Et je crois que le grand mérite d'Éric Zemmour dans cette campagne, c'est d'avoir défini le grand enjeu, le grand remplacement qui menace la France aujourd'hui, et je crois qu'il y a une majorité de Français qui est d'accord avec lui, et le grand déclassement qui en est d'ailleurs largement une des conséquences pour nos compatriotes. Nicolas Bay, l'Union européenne a lancé en urgence le processus d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie, une initiative qu'Éric Zemmour a qualifiée d'acte de guerre vis-à-vis de la Russie. Le propos est très fort. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait laisser Vladimir Poutine envahir l'Ukraine sans condamner, sans sanctionner et sans soutenir l'Ukraine? Non, pas du tout. Nous avons dit très clairement dès le début, Éric Zemmour l'a dit avec force, la violation de l'intégrité territoriale ukrainienne est évidemment condamnable. Et c'est une atteinte gravissime au droit international qui a été menée par Vladimir Poutine. Maintenant, quel est notre objectif? Notre objectif, c'est la paix. C'est donc restaurer par le bras de fer diplomatique la paix. C'est ça l'objectif. Est-ce que vous croyez vraiment, sérieusement, que ce genre de gesticulation qui consiste à dire on va faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne pourrait avoir la moindre efficacité justement pour aller sur le chemin de la paix, alors que tout le monde sait que le processus d'adhésion d'un pays à l'Union européenne, c'est au minimum 8 ou 10 ans.
Voilà, donc évidemment, ça relève de la communication un peu grossière, de la gesticulation parfaitement inutile et même un peu dangereuse. C'est une marque de soutien aussi, oui, mais un symbole on peut manifester son soutien à l'Ukraine, au peuple ukrainien, sans tomber dans ce genre d'opération de communication parfaitement superflue et qui, à mon avis, contribue au contraire à la cristallisation des tensions plutôt qu'à l'apaisement. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on paye au prix fort, c'est que la France a été incapable, et beaucoup de nations européennes d'ailleurs, depuis maintenant longtemps, incapables de faire entendre une voix singulière, alignée sur les intérêts et sur les positions américaines. Une Union européenne qui est un nain géopolitique et qui est également alignée sur Washington. 8 ans que nous avons mis en œuvre des sanctions contre la Russie, dont nous avons souffert d'ailleurs, parce que par ricochet, la Russie a mis un certain nombre d'embargos, notamment sur nos produits agricoles, ça nous a pénalisés. Et le résultat de cette politique, d'espèce de tension permanente et de guerre froide à l'égard de la Russie, eh bien, ça aboutit aujourd'hui à la guerre en Ukraine. On aurait été capable de faire entendre une voix européenne et une voix française, peut-être plus encore. Vous voulez dire que vous auriez pu empêcher la guerre? Oui, je pense que si la France s'était pas enfermée dans une tension permanente avec la Russie et elle aurait sans doute été mieux à même de faire respecter les accords de Minsk II, à la fois par l'Ukraine et par la Russie, parce qu'il faut dire qu'aucune des deux parties n'a respecté les accords, et peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Il est évident qu'être aligné en permanence sur les positions américaines et agiter en permanence aussi, il faut bien le dire, la perspective de l'adhésion ou de l'extension sans fin de l'OTAN, eh bien, ça a contribué à la guerre. Alors, je ne dis pas ça pour minimiser... Mais si Éric Zemmour arrivait au pouvoir, la gravité de ce qu'a fait s'il était au pouvoir dans un mois, qu'est-ce qu'il ferait immédiatement, lui, pour tenter de sortir de cette crise? Et d'abord, est-ce qu'il aurait les ressorts diplomatiques pour conduire des discussions? En réalité, la position de la France sur la scène internationale est considérablement dégradée. Et vous avez raison. Oui, mais ce que je vous demande, c'est si elle serait augmentée avec Éric Zemmour. Oui, mais évidemment, ça prendra du temps. Donc, évidemment, la situation que nous connaissons aujourd'hui, elle est complexe et personne n'a une solution magique. Mais je crois que donner des garanties à la Russie et à l'Ukraine, d'une France qui est capable à la fois d'avoir un poids géopolitique et donc une défense nationale et des capacités de projection militaire à la hauteur de ce statut-là, est capable de ne pas apparaître comme aligné sur les positions américaines, ce serait sans doute l'un des éléments qui pourrait permettre la désescalade. Et c'est ça l'objectif. Et je pense que Éric Zemmour, par la position qu'il a prise de longue date, refusant justement cette espèce de tutelle américaine sur les pays européens, eh bien, il serait sans doute capable de faire entendre cette voix. Mais c'est évidemment compliqué. Et celui qui dirait aujourd'hui qu'il a la solution miracle, évidemment, apparaîtrait au mieux comme un farfelu. En tout cas, il y a une certitude, c'est que Emmanuel Macron, et il faut bien le dire François Hollande avant lui, eh bien, ont contribué à tellement dégrader la position française sur la scène internationale, et l'Union européenne étant absolument incapable de peser de quelque manière que ce soit sur le plan géopolitique, eh bien, on aboutit. Il y a eu quand même toutes ces sanctions qui ont été. Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais... En pure inefficacité. Non seulement ça a renforcé, quand on regarde bien, les sanctions, elles ont commencé en 2014, ça fait 8 ans. Elles ont permis à la Russie de renforcer ses positions économiques parce qu'elle a été obligée de faire sans un certain nombre... L'économie de la Russie n'est pas brillante. D'accord, mais elle a plutôt renforcé ses positions, notamment en matière agricole. Ça a pénalisé au premier chef l'agriculture européenne. Donc c'était une des conséquences de ces sanctions. Et le résultat global des sanctions, 8 ans après, eh bien, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que ceux qui ont été les initiateurs, les architectes de cette politique, eh bien, portent une immense responsabilité. Voilà, ils se sont alignés sur les États-Unis. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, les États-Unis continuent à développer leur commerce avec la Russie, d'ailleurs. C'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'on était plus américains que les Américains. Puisque vous parlez des conséquences des sanctions passées sur les économies européennes, celles qui sont prises là maintenant depuis 2 semaines, quel impact vont-elles avoir, selon vous, sur l'économie française et européenne? D'abord, c'est très difficile à dire. D'abord, les sanctions qui sont prononcées, le principe qui est des sanctions économiques, bien sûr, parce que ça contribue sans doute au bras de fer diplomatique. Mais il ne faudrait pas que les sanctions qu'on prenne aboutissent à nous fragiliser encore plus que les Russes. Premier élément, et on le voit d'ailleurs sur la question de la dépendance au gaz. La France est dépendante à hauteur de 17% du gaz russe, mais l'Allemagne voisine est dépendante à plus de 50%. Et donc on voit bien que ces sanctions, on risque d'en payer le prix fort. Donc elles ne sont pas forcément opportunes et elles ne sont pas toujours de nature à créer la désescalade. Quand on voit le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui annonce qu'il fait la guerre économique. Oui, il est revenu après sur son propos. Il est revenu, mais il l'a dit, c'est vrai. Vous vous rendez compte de la légèreté?
on est dans une situation d'extrême tension, de conflit aux portes de l'Europe, et on a le ministre de l'économie qui utilise le mot de guerre, qui annonce qu'il fait la guerre à la Russie, qui est une puissance nucléaire. Voilà, ça c'est de l'inconséquence extrêmement grave, extrêmement lourde. Donc encore une fois, le seul moyen d'arriver à la paix, ou de contribuer en tout cas à la paix, eh bien, c'est d'être capable de faire entendre une voix singulière, non alignée sur les Américains, et la voix d'une France puissante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Alors, il y aura des répercussions, ça c'est clair, en France, sur ces sanctions. Que doit faire le président de la République pour éviter la flambée des prix de l'énergie? Feriez quoi, vous? D'abord, il ne faut évidemment pas suivre les Américains qui aujourd'hui veulent faire un embargo, par exemple, sur le gaz russe. Première chose. Et ensuite, évidemment que la flambée des matières premières, pas seulement d'ailleurs des hydrocarbures et du gaz, eh bien, va avoir une conséquence très concrète et très immédiate, et a déjà d'ailleurs une conséquence immédiate sur le pouvoir d'achat des Français. Donc il faut prendre des mesures d'urgence. Lesquelles? Alors, ceux qui nous disent d'abord on ne peut pas prendre des mesures d'urgence, on a vu avec la crise sanitaire qu'on était capable de passer notre endettement public de 2200 à 2700 milliards, donc on peut parfaitement prendre des mesures d'urgence, quitte à ce qu'elles coûtent un petit peu cher, pour éviter que ce soit les Français qui soient totalement étranglés. Ce que propose Éric Zemmour, c'est de bloquer les prix de l'essence à la pompe à la situation d'avant crise ukrainienne, c'est-à-dire en dessous d'1,80 €. Voilà, c'est déjà très élevé, c'est déjà très difficilement supportable pour les Français. Il ne faut pas aller au-delà. Je vous rappelle que le prix à la pompe, c'est 60% de taxes, la TICPE et la TVA sur la TICPE. Et par conséquent, c'est un levier direct de l'État qui permet évidemment d'avoir un impact immédiat à la baisse. Donc plus de taxes dans la poche de l'État? Beaucoup moins de taxes. Aujourd'hui, l'essence à la pompe, enfin le gasoil et l'essence à la pompe sont très lourdement taxés. Vous savez qu'autrefois, il existait un système de TIPP flottante, c'est-à-dire que la taxe avait pour objectif d'absorber les fluctuations du baril. Aujourd'hui, on a une taxe qui amplifie la hausse du baril. C'est ce qu'avait fait Lionel Jospin. Mais attendez, j'ai juste une question sur Total. Est-ce que, puisque Yannick Jadot, qui était là avant vous, dit il faut qu'Emmanuel Macron fasse pression sur le groupe Total pour qu'il quitte la Russie, vous dites quoi? Et je pense que c'est parfaitement stérile de faire ça. On va affaiblir les positions françaises. Ça ne m'étonne pas de Yannick Jadot qui fait la guerre à tous nos acteurs économiques, industriels et énergétiques de manière totalement inconsidérée. Il fait la guerre au nucléaire alors que c'est l'énergie la plus propre et la plus décarbonée. De la même manière, il voudrait faire la guerre à Total. La position de Total dans le monde, y compris en Russie, c'est une des forces de la France aujourd'hui. Bien sûr, compte tenu des gisements à la fois de pétrole et de gaz en Russie. Et donc, bien sûr que dans cette situation de guerre, on peut temporairement mettre en œuvre un certain nombre de mesures, y compris des sanctions, mais il faut aussi penser à l'après. Si on a l'espoir de s'acheminer vers la paix, eh bien, il ne faudrait pas qu'on ait perdu des positions économiques absolument majeures pour la France pendant la période de guerre, y compris, a fortiori, si elle ne dure que quelques semaines. Nicolas Bay, rapidement, parce qu'après, on va tester votre esprit de synthèse, mais rapidement, aujourd'hui, Éric Zemmour est en baisse dans les sondages, autour de 12-13%. Le week-end dernier, il a très fièrement affiché le ralliement de Marion Maréchal. Vous croyez que ça peut doper, les intentions de vote? Oui, bien sûr. Moi, je crois qu'Éric Zemmour a montré un effet booster. Une capacité à rassembler. Vous savez, le rassemblement, tout le monde en parle. Ouais. Et il y en a peu qui sont capables de le faire. Il y en a peu qui sont même capables de rassembler leur propre camp. Éric Zemmour, il a une démarche très originale. Il n'est pas, lui, un professionnel de la politique. Il crée une nouvelle force politique et il fait sauter cette espèce de digue artificielle qui avait été construite par François Mitterrand entre des électorats de droite patriotes, sincères, qui n'avaient aucune raison d'être séparés. Et il le réussit de manière concrète, des électrices et des électeurs qui viennent des différents camps, et ça se traduit aussi par des personnalités comme Marion Maréchal qui a rejoint Éric Zemmour ce week-end. Ça montre une vraie force parce qu'il est aujourd'hui le seul candidat qui justement engrange des ralliements en nombre parce qu'il y a aujourd'hui une vraie dynamique sur sa campagne et les sondages passagers n'y changeront rien. On passe aux aphorismes de Frédéric. Je le disais, donc Nicolas Bay, il s'agit de tester votre esprit de synthèse, votre capacité à ramasser votre pensée. C'est ce qu'on appelle un aphorisme, et je vais vous demander d'en imaginer quelques-uns ici même, en direct. Je vous en cite deux. Le premier, nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. C'est très surprenant, mais c'est Socrate qui avait dit ça. Et puis, il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat, Jean-Jacques Rousseau. Premier mot, évidemment, comme il y a quelques instants avec Yannick Jadot, la guerre.
La guerre, c'est la situation ultime créée par nos propres faiblesses. Très souvent, c'est parce qu'on n'a pas été capable, civis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, parce qu'on n'a pas été capable d'avoir une voie singulière, d'avoir une voie diplomatique, d'avoir une force militaire et d'apparaître comme autonome. Voilà, eh bien, on arrive à une situation de conflit. Là, c'est plus un exposé qu'un aphorisme. Alors, essayez de faire plus court sur la diplomatie. Eh bien, la diplomatie, c'est la confluence entre le rapport de force et le dialogue. La trahison. Alors, vous savez, la trahison, c'est quelque chose qui est brandi un peu comme un argument pour masquer ses propres faiblesses. On peut s'arrêter là. Non, mais je vois bien à quoi vous faites allusion. Je vais répondre en une phrase. Pour moi, il y a une vraie fidélité en politique, c'est la fidélité à ses convictions, à ses idées. Ensuite à ses électeurs et après à son parti. Sinon, si on fait passer la fidélité à une boutique d'abord, eh bien, on est des boutiquiers. La générosité. Je crois que c'est la vertu cardinale en politique. La politique, c'est la défense du bien commun, la défense de l'intérêt général. Donc c'est la première des générosités, la première des charités, c'est la politique, mais évidemment au sens noble du terme. Un dernier, la nuance. Je crois qu'elle est indispensable, c'est la nuance, la tempérance, c'est ce qui donne de la force et de la crédibilité à une position politique. Alors, ce qui est excessif est insignifiant. Et est-ce que Éric Zemmour a cela Oui, je crois qu'il incarne ça. À la fois la force, la solidité, Merci. Et en même temps la nuance. Merci Nicolas Bay. Merci Nicolas Bay. Merci beaucoup.